1993 est une année extrêmement importante dans l'histoire du cinéma. À bien des égards, il s'agit de l'année qui entérine de façon définitive la suprématie des effets spéciaux numériques dans le processus de production des blockbusters. En 1991, Terminator 2, le jugement dernier, avait déjà impressionné son public avec son utilisation des images de synthèse et notamment du morphing. Si, vous savez ce que c'est le morphing, c'est ce qu'on voit là dans ce clip de Michael Jackson. Et puis si vous savez pas ce que c'est, filez donc sur la chaîne CGM, c'est de très bonne facture. Bref, après Terminator, c'est au tour de l'inénarrable Jurassic Park de bluffer les spectateurs et spectatrices en 1993, en poussant à l'extrême le réalisme d'animaux en images de synthèse dans des scènes habilement intercalées avec des séquences réalisées au moyen d'animatronics afin de renforcer l'illusion. Est-ce que ces personnages sont érotiques? Non. Le monde entier est unanime et le film se retrouve numéro 1 au box-office mondial avec $1 milliard de recettes. Chez nous, en Europe, le film se place premier au box-office espagnol, britannique, allemand, italien, et bien entendu... Qu'est-ce que c'est que ce pastis ? En effet, la France est l'un des rares pays où le célèbre film avec des dinos de Steven Spielberg ne s'est pas placé en tête du box-office local. A vrai dire, si le film a tout de même fait de très bons résultats avec plus de 7 400 000 entrées, il cède la première place du podium à un film français ayant engrangé presque 2 fois plus d'entrées avec 13 700 000 billets vendus. Et ce film, vous l'aurez compris si vous avez pris le temps de lire ne serait-ce que le titre de cette vidéo, c'est Les Visiteurs. Le 5e film ayant rassemblé le plus de spectateurs dans toute l'histoire du cinéma français. Une comédie franchouillarde, bien de chez nous, surpassant le mastodonte hollywoodien. D'ailleurs, ça semble être devenu un genre de tradition, quand on voit qu'en 2018, Les Tuches 3 et La Ch'tite Famille ont fait plus d'entrées qu'Avengers ou Les Animaux Fantastiques. Les Visiteurs a été un succès incommensurable, nommé 8 fois au César, Valérie Lemercier remportera celui de la meilleure actrice dans un second rôle, et rapportant près de 9 fois son budget de production d'environ 10 millions d'euros. Bon, je vais pas revenir outre mesure sur ce film, je suis sûr que vous l'avez toutes et tous déjà vu, ou qu'au minimum vous connaissez le pitch. Les Visiteurs, premier du nom, suit l'aventure d'un chevalier Godefroy de Montmirail et de son écuyer Jacouille la Fripouille. Après avoir accidentellement tué son futur beau-père, Godefroy décide de remonter dans le temps grâce à la magie de l'enchanteur Eusaïbus afin d'empêcher que l'accident ne se produise. Hélas, l'enchanteur ayant omis les œufs de caille, c'est une catastrophe! Godefroy et Jacouille se retrouvent projetés dans le futur terrifiant de 1992. Nos deux moyenâgeux vont alors chercher un moyen de retourner à leur époque, et tout le film n'est qu'un prétexte à une avalanche de blagues découlant d'une idée simple. T'imagines si des mecs du Moyen-Âge qui débarquaient maintenant là aujourd'hui? Ce serait hilarant. En fait, le film rentre pleinement dans la catégorie des high concept movies. Il s'agit de films où le scénario découle logiquement de la question « Que se passerait-il si ?» Ajoutez derrière ça un concept farfelu et vous vous retrouvez avec toute une tripotée de films. Que se passerait-il si les dinosaures revenaient à la vie aujourd'hui? Ça vous donne Jurassic Park. Que se passerait-il si les jouets étaient vivants? Ça vous donne Toy Story. Que se passerait-il si les scénaristes décidaient de se torcher le cul avec du papier format A4? Ça donne l'écriture des Visiteurs en Amérique. Et oui, parce que ne croyez pas que j'allais parler pendant 1h30 du premier film, parce que cette émission-là existe avant tout pour remuer la merde. Car j'aime remuer la merde. La question que nous allons donc nous poser dans ce deuxième épisode de Larguer les nanars, c'est comment est-il possible pour un réalisateur, en l'occurrence Jean-Marie Poiret, de passer d'un film nommé au César à cette daube infâme qu'est Les Visiteurs en Amérique. Alors, en avant toute, et Larguer les nanars. Mais ça va là, tu t'es pris pour qui? Le Club Dorothée? Putain, on est plus dans les années 80, espèce de gros con! Le film s'ouvre sur l'inauguration d'une salle médiévale dans un musée situé à Chicago. Nous découvrons le personnage de Julia Malfette, employée du musée, mais également contributrice puisque cette nouvelle aile s'ouvre grâce à son héritage. Héritière du château de Malfette, en France, elle a fait transférer l'une de ses chambres dans le musée. On a dû expédier par bateau chacune de ces pierres, depuis l'Angleterre et ensuite les réassembler une par une sur place. Nous faisons ensuite la rencontre de Hunter, le compagnon de Julia, qui rentre clairement dans la catégorie de ces personnages dont vous savez pertinemment au premier regard que ce sont de parfaits connards. Le château est dans un état déplorable, ça coûterait une fortune de le restaurer. Nous sommes alors propulsés dans l'Angleterre du XIIe siècle, une époque où règne brutalité, obscurantisme et mauvais doublage. Nous retrouvons les héros des précédents films, Godefroy et Jacouille, prisonniers d'une terrible scène de bataille, très certainement montée à la machette par un nonagénaire alcoolique en plein delirium tremens, le tout étant sublimé par des effets spéciaux que n'aurait pas renié une PlayStation 1. Godefroy se trouve sur le sol des Anglois dans le but d'épousailler la fille du roi d'Angleterre, Rosaline, jouée par Christina Applegate, celle qui joue également le rôle de Julia Malfette, dans le but de reprendre la même mécanique qu'avec Valérie Lemercier, jouant les deux rôles dans le premier opus. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu pour Godefroy, puisque le comte de Warwick, terriblement jaloux, décide d'empoisonner le verre de Rosaline, mais que Godefroy finit par boire. Il se retrouve alors en proie à de terribles hallucinations que je vous déconseille de regarder trop fixement, sous peine de perdre votre âme. Persuadé d'être attaqué par des créatures démoniaques, Godefroy tue sa promise d'un coup d'épée. C'est une métaphore de la nuit de noces, ça ?
Ayant retrouvé ses esprits, il fait appel à un enchanteur anglois afin de retourner dans le passé et ainsi éviter que le malheur ne se produise. Godefroy et Jacouille boivent donc la fameuse potion et l'enchanteur prononce l'incantation censée les ramener juste avant le drame. Ah, il y avait une image de synthèse, je crois. Je l'ai vue. Bref, l'enchanteur ayant omis les œufs de caille, c'est une catastrophe. Godefroy et Jacouille se retrouvent dans le futur terrifiant des années 2000. Mais la chambre dans laquelle ils ont bu la potion ayant été transportée pierre par pierre aux États-Unis, ils se retrouvent donc, eux aussi, aux États-Unis. C'est logique. Bon, je vous l'accorde, la justification de cette situation est assez mince, mais au moins il y a une justification. Hein. Vous verrez que c'est une chose assez rare dans ce film. Face à cette situation, Godefroy réagit plutôt bien. Nous sommes voués à la damnation. En route! Allons affronter le prince du royaume des ténèbres et implorer sa clémence. Comment tu peux affronter le prince des ténèbres tout en implorant sa clémence? Bon, ensuite, Godefroy et Jacouille démontent une bagnole, comme dans le premier visiteur mais en moins bien, les flics les arrêtent et Julia est mise au courant de leur présence sur les lieux. Mais quelque chose cloche. Elle constate qu'ils ont apporté avec eux des objets très anciens mais qui n'étaient pas dans le musée avant leur arrivée. Et bien entendu, face à ce mystère, quelle réflexion se fait-elle? Bon, c'est sans importance. Julia se rend au commissariat pour rencontrer nos héros et non. Désolé, dans un mécanisme de défense certainement assez puissant, mon cerveau avait enfoui ses souvenirs très profondément. Mais sachez que si depuis le début de la vidéo j'appelle les personnages Jacouille et Godefroy, en réalité ce ne sont pas leurs vrais noms dans ce film. En effet, sûrement pour des raisons de prononciation et de censure, les héros s'appellent désormais... Je suis le comte de Malfait et de Papincourt, duc d'Anjou, ton fidèle et loyal Thibaut. Vous êtes qui? Et moi je suis André le Pâté, André le Pâté, André le Pâté, André le Pâté. What? Oui, mais André le Pâté, c'est bien, ça c'est bien écrit, ça c'est de l'écriture, c'est percutant ça. Vous étiez 4 au scénario, il y avait 4 personnes au scénario. Alors, Jean-Marie Poiré et Christian Clavier, je m'en bats les couilles, ils sont rincés depuis le début des années 2000. Mais John Hughes, le réalisateur de The Breakfast Club et La Folle Journée de Ferris Bueller, et surtout Chris Columbus, le mec qui a écrit des petits films intimes, hein, pas très connus, indépendants, comme je sais pas, Les Goonies, Les Gremlins, Maman j'ai raté l'avion, ou encore Harry Potter. Ce film est un trou noir à talent. Julia entend Godefroy prononcer la devise de sa famille et en déduit immédiatement qu'il s'agit de son cousin disparu en mer près du Royaume-Uni. C'est logique, enfin apparemment. Mais s'il a disparu en mer près du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il fout aux États-Unis habillé en chevalier? Oh, on s'en fout. Julia contacte son mari, Hunter, pour lui raconter la situation pendant que la meuf là se couche sur la table comme un chat sur ton clavier pendant que tu travailles. Bref, ce dernier propose d'accueillir le cousin de sa femme chez eux afin de pouvoir le surveiller de près, car Hunter craint qu'il puisse réclamer les terres dont ils ont hérité, confirmant ainsi qu'Hunter est bel et bien un gros connard. De leur côté, Thibaut et André le Pâté là, cherchent à trouver un enchanteur pour retourner à leur époque. Au même moment, dans le passé, et oui, je sais que cette phrase ne veut rien dire, l'enchanteur boit à son tour la potion pour les rejoindre dans le futur, pour ensuite pouvoir les ramener avec lui. Et c'est bizarre parce que depuis le début du film, là, l'enchanteur il me perturbe, j'ai l'impression de le connaître, c'est... Eh bien c'est Malcolm McDowell, l'acteur principal de Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Bien, je vais juste faire une petite chose si ça vous dérange pas. Ce film est un trou noir à talent. L'intrigue est donc mise en place et le film entre à partir de maintenant dans sa phase dégueulie de blagues. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi manger le chien! Vite, dans 5 minutes. C'est une métaphore de la nuit de noces, ça? Je vais chier aisément demain matin. Vous êtes qui? André le Pâté. J'ai des bosses bien grandes. Et les fessards qui pètent le feu. Waouh, ça doit faire mal. On vous dérange? Oui. Qu'y a-t-il? Une fois chez l'aiguillette. Ah, tu veux pisser? Et je te pisse dessus. C'est
C'est dingue. Il y a plus de 30 minutes de film uniquement consacrés à des gags bien gras. Et l'intrigue n'avance pas d'un pouce, c'est épuisant. Et ils ont même l'audace de faire débuter une romance entre André là, et l'autre. Alors ok, on ne juge pas de l'apparence, mais là, quand même. On te fait comprendre tout le long du film que André là, il sent la vieille mule moisie qui a bouffé un renard crevé, mais on veut nous faire croire que ça la gêne pas du tout à elle. Enfin, à ce niveau-là, c'est de la scatophilie, pardonnez-moi. Mais d'ailleurs, je la connais, cette actrice, là, c'est... Tara Reid. Mais oui, c'est l'actrice qui est dans The Big Lebowski et surtout American Pie. Ce film est un trou noir à talent. Bon, allez, on zappe les gags qui ne feraient pas rire un alcoolique défoncé au Prozac et on essaie de se raccrocher aux quelques morceaux de scénar qui jonchent le sol de cette fosse à purin filmique. Julia arrive à la conclusion que Thibaut et André viennent du passé parce que... Oh, on s'en fout. Et se met en quête d'un enchanteur aux côtés de Thibaut. Il le retrouve sans aucune difficulté parce que c'est bien connu, Chicago est un tout petit village. L'enchanteur est en train de préparer la potion pour retourner dans le passé et dit à Thibaut de revenir avant le coucher du soleil avec André. Thibaut et Julia quittent donc l'enchanteur pour ensuite... Oh, mes malheureux orteils. Oh, ma tête. Quelle misère. Je ne peux même plus me gratter le nez. Alors, faire n'importe quoi, c'est pas non plus le meilleur moyen de surprendre son audience, hein. J'ai rien compris. Il s'est passé quoi, Thibaut? L'enchanteur, il a explosé. Ah, merci. Pendant ce temps, nous suivons la relation la petite amourette d'André et Angélique dans un plagiat de Pretty Woman sur de la musique Eurodance dégueulasse. André ayant découvert les joies du consumérisme forcené, il croit maintenant en la démocratie et la liberté. Sois libre. Je suis un homme libre. Ce film est produit par Disney. Ensuite, pour une raison que les scénaristes eux-mêmes ignorent, l'enchanteur est devenu argenté et... Mais qu'est-ce qui se passe encore là? Voilà, eh bien, on se sent mieux, hein? Non, je me sens pas mieux, non. J'ai plein de questions. À quoi ça servait de faire exploser un personnage si ça n'a aucune putain d'incidence sur l'histoire? Je suis sûr que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour le rallonger, leur film de merde. Ému par son discours libertaire, Thibaut accepte qu'André ne soit plus sa propriété et le laisse se rendre esclave de la société de consommation capitaliste. Mais il le fait librement. Julia comprend que son mari est un connard avide et adultérin et lui brise les bourses. Littéralement. Et l'expulse de sa maison. Littéralement. Et c'est l'occasion à nouveau pour ce personnage de nous montrer à quel point c'est un enfoiré. N'hésitez pas à vous servir de vos armes. Putain, mais lui, là, il y a tellement peu de subtilité dans son jeu d'acteur. Je me demande quelle carrière de merde il a dû avoir pour... Évidemment. Ce film est un trou noir à talent. Après une course-poursuite sans aucun intérêt, il retourne au musée, parce qu'apparemment il n'y a que de là que Thibaut et l'enchanteur peuvent rentrer à leur époque. Avant que vous ayez eu le temps de réaliser à quel point tout ceci est débile, le film vous offre une pseudo-scène d'émotion qui peine à sonner juste après 1h20 de pure médiocrité. Thibaut et l'enchanteur boivent la potion et ils disparaissent. Thibaut se retrouve au repas du début, il répare sa connerie, André gueule en direction de Las Vegas, Julia se rend en France et c'est la fin du film. En fait, non. C'est pas tout à fait la fin, puisqu'on a droit non pas à une scène post-générique, mais une scène pendant le générique. Et vous allez dire que je suis de mauvaise foi, mais c'est honnêtement la meilleure scène du film. C'est la seule qui m'a fait rire au premier degré. Vraiment. Pourquoi tu passes le générique? J'ai pas fini ma scène. Regarde, tu crois que c'est normal? Arrêtez ce générique. Si on l'arrête pas, moi je me casse, d'accord? Arrêtez le générique. Quoi? Mais t'es cinglé ou quoi? Continuez le générique. Matt, reviens finir ta scène. Tu pars avec le costume de la production, Matt. T'as qu'à appeler mon avocat. Avec Larguer les nanars, on se moque de films pourris, d'accord, mais surtout, on essaie de comprendre pourquoi ils le sont. Ce film a le talent incroyable de ne jamais sonner juste. Il n'est jamais vraiment drôle, jamais très émouvant, jamais bien rythmé. Tous les gags du premier film y sont, en plus lourd, en plus gras, en plus vulgaire, le tout sublimé par un mauvais jeu d'acteur, un mauvais doublage, des courtes focales putassières, des effets spéciaux faits sous ardoise magique et des cuts épileptiques. Rien n'est jamais expliqué, presque personne ne semble se poser la question de pourquoi ces mecs parlent et s'habillent de cette façon. Au moins, dans le premier film, les personnages leur cherchaient des excuses, ils invoquaient la folie, l'amnésie, mais là, que dalle! Et c'est très dur de regarder un film devant lequel vous vous dites constamment « Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous acceptez tout ?» À quel moment quelqu'un de normalement constitué invite ces gens dans un resto select? Et évidemment que ça va mal se passer.
Alors oui, il y a bien un moment dans le film où un personnage évoque l'amnésie, mais ça n'est jamais vraiment abordé de nouveau par la suite. Avec ce film, il y avait deux choses que je voulais avant tout montrer. Premièrement, une suite ou un remake, voyez ça comme vous voulez, n'a pas besoin de toujours en faire plus pour être meilleur. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce maudit film a été produit pour la somme délirante de 40 millions de dollars, soit près de 4 fois plus que le budget du premier opus, mais n'a pas réussi à en rapporter plus de 16 millions. Nous avions vu dans le précédent épisode de Larguer les nanars qu'une suite peut être plombée par un budget trop serré, ne permettant pas au réalisateur d'exprimer sa vision. Mais nous voyons avec ce film que, à l'inverse, un budget conséquent ne permet pas de pallier le manque, voire l'absence de vision. Sachez d'ailleurs que Gaumont, coproducteur du film, a été à deux doigts de mettre la clé sous la porte à cause de cet étron. Un budget ne fait pas un film, surtout quand on sent que le projet est fait pour de mauvaises intentions. Résultat, c'est un film sans public, dont l'humour trop franchouillard ne semble pas correspondre au public américain, et dont l'aspect copier-coller du premier visiteur a dissuadé le public français de se rendre en salle. Mais le pire avec ce film, c'est qu'il me fait voir d'un autre œil le premier, Les Visiteurs. Eh oui, parce que bon, soyons honnêtes, avec du recul, Les Visiteurs 1, enfin, je veux dire, est-ce que ça méritait vraiment ce succès-là ? Mais ouais, connard, mais tu te prends pour qui? Mais t'es réalisateur, toi, t'es qui? Alors attention, hein, j'aime ce film, j'ai même grandi avec, ce qui doit d'ailleurs expliquer pas mal de choses. Il est extrêmement divertissant et regorge de punchline, mais merde, va falloir regarder la vérité en face. Cinématographiquement parlant, Les Visiteurs, c'était pas une révolution. Et oui, je sais que le dernier opus s'appelle La Révolution, alors ferme ta gueule, Jean-Kévin, putain! Jean-Marie Poiret est le genre de réalisateur qui te pète la rétine avec des effets criards dans tous les sens, et ce, dans tous les films que j'ai pu voir de lui. Alors certes, il a un style, c'est indéniable, mais il n'est même pas au service de son propre récit, puisque Poiret réussit l'exploit de rendre chiantes des scènes pourtant surdécoupées. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le montage de Poiret. On aurait pu penser qu'après l'expérience d'une société de production comme Gaumont qui manque de s'effondrer à cause d'une comédie bas de gamme balancée au visage des spectateurs et des spectatrices, on regarderait à deux fois avant de produire du divertissement médiocre. Et pourtant, force est de constater que chaque été depuis, nous sommes submergés par des comédies françaises feignantes et de mauvais goût, mais qui malgré tout font des entrées, beaucoup d'entrées. Jusqu'à permettre l'impensable en repartant pour un nouveau tour de manège avec Les Visiteurs, La Révolution qui, bon, je me dois d'être parfaitement honnête, n'est pas si mal. C'est une merde, sans nom, horrible, pire que celui en Amérique. Ah non, je vais pas en parler. Oh non, je vais pas en parler parce que déjà j'ai autre chose à foutre. Moi de toute façon j'en ai marre, je me casse en vacances, ça suffit. Allez, ça va. Allez, ciao. Il est tentant de se dire qu'on veut juste poser son cerveau devant ce genre de produit, mais ne nous y trompons pas. Ces films ne rient pas avec nous, ils rient de nous. Allez, à bientôt sur la chaîne Exploration de Culture.